beau et sauvage comme le sud de l'océan Indien. Les vents y sont capables des pires accès de violence et la mer peut s'y montrer impitoyable. Nous sommes au niveau des latitudes situées entre le 40e et le 50e parallèle dans l'hémisphère sud. Nous sommes dans les 40e rugissants. Début décembre, la 4e semaine de course touche à sa fin au moment où Sébastien Josse double les îles Kerguelen. L'hélicoptère de la Marine nationale, le même qui avait déjà survolé Armel Lecléache et Alex Thompson, est à nouveau au rendez-vous. Super sympa de savoir que la marine est dans les parages. Lancé pleine balle à 25 nœuds, Edmond Rothschild fait partie de ces quelques bateaux qui dévalent un toboggan nommé Océan Indien. Comme le Bastide Otio de Quito de Pavan, dernier en date à avoir franchi la longitude du cap de Bonne-Espérance. Bienvenue dans l'océan Indien. Voilà, il fait beau pour l'instant. Voilà, ça glisse, mais accrochez-vous quand même. Au sein de la flotte, Quito de Pavan est une sorte de médiateur entre le groupe de tête, plus de 5000 km devant son étrave, et le peloton, près de 1300 km derrière lui. Peloton d'une dizaine de bateaux, toujours dans l'Atlantique Sud, et qui commence à humer le parfum enivrant des hautes latitudes. Nous sommes sur la route des 40e rugissants, il commence à rugir. La vitesse du bateau atteint les 24 nœuds par moment. Nous naviguons dans 30-32 nœuds de vent. C'est super, j'adore. À l'exception de Didac Costa et Sébastien Destremo, l'ensemble des concurrents se retrouvent dans le schéma classique des trains de dépression qui défilent d'ouest en est sur les mers australes. La vie du bord et ses petits plaisirs doivent donc s'organiser en conséquence. On est entre deux dépressions en fait, on a pris notre première dépression hier. J'attends la deuxième qui va arriver ce soir. Je profite un petit moment de calme pour faire une petite claque partie. J'ai trouvé ça dans ma boîte de... dans mon sac de bouffe. Pas mal non? Hop, et la 3, allez la dernière. Ça va me faire de la vaisselle. Voilà. Voici un calamar, et c'est super bon. Bon appétit. C'est vraiment trop bon. Romain Attanasio, Kojiro Shiraishi, l'un et l'autre goûtent pour la première fois l'expérience d'un Vendée Globe. Et jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Là-bas, c'est Armel Lecléache sur Banque Populaire. Tranquillement, il m'a rattrapé la nuit dernière. Apparemment, il a un tout petit peu plus de vent. Mais je serai à nouveau sur tribord dans moins d'une journée. Alors j'attends ça impatiemment. D'ici là, je continue d'attaquer autant que je peux pour rester au contact de ce gars-là. Chronique d'un duel annoncé entre Alex Thompson et Armel Lecléache qui n'arrêtent pas de se refiler le leadership. C'était une belle bataille d'empannage hier et puis content de retrouver Alex ce petit matin tout à l'heure. On était bord à bord et puis j'ai réussi à m'échapper un petit peu, donc tant mieux, c'est bonne chose de faite. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de bêtises, on a encore un grand bout de chemin à parcourir. Jusqu'au Sable d'Olonne, il va se passer encore beaucoup de choses. Armel Lecléache n'est pas réputé pour lire dans le mar de café. Mais force est d'admettre que sa prédiction ne tarde pas à se vérifier. Au sein du peloton tout d'abord, en approche du cap de Bonne-Espérance. Si vous pensez que vous avez eu une mauvaise journée, regardez la mienne. Le bateau de Conrad Coleman s'est couché suite au décrochage de son pilote automatique, lui-même consécutif à un court-circuit sur l'électronique du bord. Par bonheur, le Néo-Zélandais va redresser la situation. Un peu plus tôt, pas très loin de là, un mât et surtout un rêve se sont brisés.
Fin du match pour Kojiro Shiraishi, premier concurrent asiatique dans l'histoire de la course. Contraint à l'abandon, le japonais nous aura émus jusqu'au bout. Le Vendée Globe va lui manquer, et il va beaucoup manquer au Vendée Globe. J'ai séché mes larmes. C'est très rageant. Mais si je suis en vie, c'est que la mer n'a pas été si cruelle que ça. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Juste merci. Je viendrai m'excuser auprès de chacun d'entre vous après être bien arrivé à Cape Town. Encore merci pour tout. Je suis désolé. Je n'ai vraiment plus de mots. Quatre laps de grand val de pété, donc bah là c'est la galère, il va falloir que je répare ça. Voilà, déjà j'ai tout ce qu'il me faut là pour réparer mes lattes. Voilà, là j'ai les morceaux à péter quoi. Ça y est, c'est bon, j'ai renvoyé la grand voile. Voilà, ça m'a coûté un peu de temps, un peu d'énergie, mais c'est reparti avec une GV en état. Voilà. Voilà bientôt un mois que le départ du Vendée Globe a été donné. Nous sommes dans un temps de la course où les conditions de navigation se durcissent pour l'ensemble de la flotte. Le matériel est mis à rude épreuve, les hommes aussi, soumis à un rythme très élevé et cernés par la fatigue. On est finalement dans la dépression qui nous a rattrapés et la mer est pas trop mauvaise. Par contre, il y a beaucoup de vent, il y a 35-40 nœuds. Voilà, c'est pas encore fini, mais on sent que c'est en train de se calmer. Ça a vraiment été difficile là, les 24 dernières heures. Voilà, j'ai hâte que ça se calme un peu pour pouvoir me reposer un peu plus. Paul Meillat, délesté de Jérémy Bayou qui n'en finit pas d'accumuler les problèmes. Après ses pilotes et ses antennes satellites, c'est maintenant le chariot de tétière de sa grand voile. En plein milieu de l'océan Indien, le skipper de Maître Coq s'écarte de la route afin d'intervenir dans une mer moins agitée. Le 5 décembre au matin, à 1200 km dans le sud du cap Lewin, Armel Lecléache double la pointe sud-ouest de l'Australie. C'était sympa de passer en tête ce deuxième cap. C'est pas forcément un objectif très important, mais c'est quand même toujours sympa d'être en tête à l'un de ces trois caps mythiques qu'on doit franchir. En 28 jours et 20 heures, le leader actuel de l'épreuve établit un nouveau chrono de référence entre les Sables d'Olonne et l'Australie. Soit 5 jours et 14 heures de moins que François Gabard en 2012, un temps de passage qui laisse penser qu'à plus long terme, il pourrait y avoir du record dans l'air. Pour Romain Attanasio et Sébastien Josse, ce même jour du 5 décembre a une toute autre saveur. J'étais en train de faire des photos ce matin et dehors, et quand j'ai tapé un truc énorme, et j'ai cassé les deux safrans. Et j'ai un safran de spare dans le bateau. Alors j'en ai un qui est peut-être à moitié cassé, je vais essayer de le réparer, et l'autre, il a l'air complètement marrant. Du coup je suis au près là, ça tape pour aller vers Cape Town, c'est le seul endroit où je vais pouvoir m'arrêter dans une baie pour essayer de réparer, puis voir à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Ah, c'est la misère. Quant à Sébastien Josse, son bateau, parti en survitesse dans un surf, a planté dans une vague. Suite à l'impact, le foil bâbord est sérieusement touché. Sébastien, qui navigue dans 40 nœuds de vent et 6 à 7 mètres de creux, met la course entre parenthèses jusqu'à ce qu'il retrouve des conditions maniables et décide d'abandonner. On n'est pas passé loin de la correctionnelle, parce que ça aurait pu être plus grave que ça avec, si le foil était sorti du bateau. J'aurais pu me retrouver avec une voie d'eau et aujourd'hui je ne sais pas sécuriser de façon fiable et certaine cet appendice. Là c'est le sens marin et la sécurité qui doit reprendre le dessus. Voilà, c'est pas évident de s'arrêter parce qu'on y consacre beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et on est là pour la compète.
C'est toujours ça le plus dur. Ça va être d'être à terre et de voir les autres qui continuent à faire la régate. Et puis quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le 6 décembre au matin, Quito de Pavan est à son tour victime d'une grave avarie. Son bateau a heurté un ovni et le choc a lourdement endommagé la quille. Je sais pas comment ça va se terminer l'histoire. La décision, elle a dit qu'il faut évacuer le navire. Ça va être compliqué ça. Et là c'est trop dangereux là. Voilà, là on est mardi et pour moi dans les gamins ça va être là. Localisé au nord des îles Crozet, Quito sait que son bateau peut chavirer à tout instant et demande à être secouru. Alors la direction de course alerte les centres de coordination de sauvetage maritime. En moins de 24 heures, Quito de Pavan est recueilli par le Marion Dufresne, un navire en mission de ravitaillement des terres australes. C'est la première fois que j'abandonne un bateau, que je le ramène pas quelque part. Donc, là c'est vrai que c'est dur pour le moral, pour le mental, là, j'ai un peu du mal là, aujourd'hui. Il y a beaucoup de sentiments qui passent. Le constat est terrible, mais en 3 participations d'affilée, Quito de Pavan n'aura jamais franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe. De cette cruelle semaine, on retiendra quand même quelques points positifs, comme l'intervention réussie d'Éric Bellion sur son safran tribord. Vous avez vu la section, c'est quand même un truc de malade. Je suis épuisé, mais ce qui compte le plus, c'est ça. C'est le nouveau safran qui est en place. Et ça, je peux vous dire que je suis vraiment fier de ce combat là parce que 100 fois j'ai voulu abandonner en me disant que j'y arriverais pas. J'y suis depuis 5 h du matin. Et il est 16 h, je suis depuis 11 h. Donc faut jamais baisser les bras. Jamais. On est ravis aussi de savoir que Romain Attanasio, au mouillage près de Cape Town, devrait reprendre la course. Enfin, on croise les doigts pour qu'Armel Lecléache et Alex Thompson continuent à nous offrir cet incroyable duel. Eux ont déjà franchi la mi-parcours et sont entrés dans l'océan Pacifique. Ils sont sur la route du retour.